Alors, au cours des dernières années, il y a plusieurs centaines de projets d'organisation du travail qui ont été conduits à l'échelle du réseau de la santé dans les établissements. Et la question qu'on pose aujourd'hui est est-ce que ces projets de réorganisation du travail constituent des menaces ou encore constituent des occasions, des possibilités pour les professionnels et intervenants qui sont touchés? Alors, au point de départ, peut-être rappeler que l'un des principaux défis auxquels les établissements ont été confrontés au cours des dernières années, c'est ce déséquilibre entre l'offre de main-d'œuvre qui est disponible pour offrir les services, d'une part, et puis la demande de services qui ne cesse de croître, d'autre part. Les principaux symptômes de ce déséquilibre, on pourrait les rappeler, ce sont les listes d'attente pour les services, par exemple pour des soins à domicile, par exemple pour des services de réadaptation, ou encore un autre symptôme, des problèmes de continuité, des problèmes de bris de service. Alors, ce déséquilibre, il est souvent aggravé par un autre élément, ce sont des modèles d'organisation du travail qui ne permettent pas toujours de faire l'utilisation la plus efficace, l'utilisation optimale des ressources qui sont disponibles, des ressources humaines, j'entends. Pour répondre à ce constat, ce problème de sous-optimisation des ressources humaines disponibles, des ressources matérielles aussi dans certains cas, plusieurs centaines de projets d'organisation du travail ont été mis en œuvre à l'échelle du réseau, mais ce sont des projets qui viennent bousculer des pratiques qui existent souvent depuis plusieurs années. Alors, dans le cadre de ce projet de recherche, c'est un projet qui a été financé par les IRSC dans le cadre du programme PASS, un projet qui a été conduit en partenariat avec les établissements du réseau. On avait 3 objectifs. Quelles sont les formes nouvelles que prend l'organisation du travail dans le contexte des services de santé? Ça, c'est le premier. Deuxième objectif, c'était examiner les stratégies qui sont utilisées par les organisations pour introduire ces nouveaux modes d'organisation du travail. Et puis, troisième objectif, examiner les possibilités, les risques associés à ces projets pour les individus, les intervenants, les professionnels qui sont touchés. Dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, nous allons mettre l'accent plutôt sur le troisième objectif, mais nous allons, dans un premier temps, faire un survol de nos résultats pour les 2 premiers, de manière à situer un peu le contexte dans lequel on tentait de répondre à la troisième question, au troisième objectif. Une petite note méthodologique. Le devis qu'on a adopté, c'est des études de cas, une observation longitudinale des projets pendant une période de 3 ans, combinant des données qualitatives et quantitatives. Et il y avait 2 groupes de projets qui étaient ciblés, pour un total de 5 projets. 2 projets qui étaient liés à la supervision clinique et 3 autres projets qui étaient liés à l'introduction de nouveaux types d'emplois. On parle ici, par exemple, d'introduire des infirmières auxiliaires dans des équipes où auparavant il n'y avait que des infirmières. Variété de sources et de modalités de collecte de données qu'on a mobilisées pour cette étude-là, des entrevues semi-structurées, des groupes de discussion, des questionnaires, et puis toute la documentation organisationnelle pertinente qu'on a recueillie. La collecte des données s'est déroulée en 2 phases. Donc, la première phase, on a eu 63 entrevues et près de 252 questionnaires. La deuxième phase, 57 entrevues et 192 questionnaires. Naturellement, ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est pas mal centré sur ces résultats-là. Mais en parallèle, on a conduit un certain nombre de projets d'organisation du travail où on a examiné où on a effectué beaucoup d'autres études de cas qui alimentent aussi notre réflexion et la présentation d'aujourd'hui. Un petit survol des 5 cas sur lesquels la présentation est centrée. Donc, c'est des cas, il y en a 4 qui se déroulaient dans des sites OASES, et puis le 5e dans un centre de réadaptation. Donc, le cas 1, c'était introduction d'infirmières auxiliaires dans des équipes de soins à domicile pour optimiser l'utilisation du personnel de soins infirmiers. Le cas 2, c'était dans un centre de réadaptation. On parlait ici d'introduire des techniciens en éducation spécialisée dans des équipes où il y avait des ergothérapeutes pour optimiser le rôle des ergothérapeutes. Le cas 3,
On parle de révision des processus de travail du personnel de soins infirmiers dans le cadre d'un vaste projet de modernisation des soins à domicile. Le cas 4, on était dans le renouvellement du modèle de supervision clinique pour optimiser le rôle des intervenants dans un programme perte d'autonomie lié au vieillissement. Et le cas 5, on était dans un projet de développement et d'implantation d'une structure de supervision et de soutien clinique à l'intention des professionnels et intervenants psychosociaux. Alors, premier constat qui découle de l'étude, quand on parle des formes que prend l'organisation du travail, c'est la multidimensionnalité de l'organisation du travail. Une multidimensionnalité qui s'est révélée sur 3 plans. Premièrement, sur le plan des finalités. Sur le plan des finalités, ça veut dire que dans ces projets-là, on pouvait viser plusieurs finalités. Ça pouvait être la performance organisationnelle. Par exemple, offrir des services au meilleur coût. Des organisations qui dépensaient beaucoup d'argent en main-d'œuvre indépendante, en temps supplémentaire. Donc, revoir l'organisation du travail de manière à pouvoir réduire les coûts liés à cette main-d'œuvre indépendante ou ce temps supplémentaire. Ça pouvait être aussi le rendement individuel comme finalité. Améliorer la productivité, améliorer le rendement individuel. Ça veut dire mettre en place de nouveaux processus de travail pour faire en sorte qu'un intervenant donné puisse prendre en charge un plus grand nombre de clients. Ça pouvait être aussi, dans un contexte de pénurie, dans un contexte de difficulté d'attraction, dans un contexte de difficulté de rétention, créer des conditions pour améliorer la satisfaction, la qualité de vie au travail du personnel. Ou encore, améliorer la motivation et l'efficacité des équipes de travail. Donc, premier plan. Deuxième plan, le niveau d'intervention. Les projets pouvaient viser différents niveaux possibles. Ça pouvait être l'organisation. Quand on parle, par exemple, de processus de coordination, de processus de supervision qu'on veut revoir à l'échelle organisationnelle. Ça pouvait être aussi les équipes de travail. Au niveau des équipes de travail, quand on veut mettre en place de nouveaux modes de communication, de nouveaux modes de communication, de coordination interdisciplinaire. Par exemple, introduire des plans d'intervention interdisciplinaires. Ou encore, ça peut être au niveau des individus, quand on parle de revoir les rôles des individus, les capacités des individus. Et troisième plan, les outils d'intervention. Ces projets peuvent être abordés en misant sur différents outils, des outils qu'on a organisés ici en 3 principaux domaines, la dotation, les processus de travail et l'environnement de travail. Quand on parle de dotation, on parle de quantité de ressources humaines, mais on peut parler aussi des types, de leurs compétences, la structuration des équipes, les conditions de travail en termes d'horaire, charge de travail, ou encore les processus d'accueil, orientation, intégration des nouveaux employés. Processus de travail, on réfère ici au rôle, à la division et à la distribution de ces rôles, de ces tâches, la coordination et la supervision. Et quand on parle d'environnement de travail, on réfère à la fois à l'environnement physique et matériel, mais aussi à l'environnement psychosocial, où on parle ici de climat de travail. Donc, 3 plans, en fait, donc on voit au travers de ces 3 plans, différentes combinaisons qui peuvent être possibles en matière d'intervention et différentes formes que peut prendre l'organisation du travail suivant la manière qu'on combine ces différents plans d'intervention. Deuxième enjeu, deuxième question que l'on s'est posée, quelles sont les stratégies mobilisées par les organisations pour réussir ces changements? 5 principales stratégies qui ont été révélées au travers de ces projets, et je les passe rapidement en revue. Premier type de stratégie, des processus d'apprentissage collectif et la création d'espaces d'apprentissage. On parle ici de mobiliser les intervenants dans un processus de résolution des problèmes au travers, par exemple, d'expériences pilotes, au travers d'activités de formation, de manière à trouver les solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Deuxième type de stratégie, des stratégies de communication et des espaces d'interaction. On parle par exemple de comités de pilotage, de groupes de travail, de faire appel à des porteurs de messages crédibles au niveau des équipes pour pouvoir communiquer le changement, pour pouvoir transmettre le changement. Des stratégies pour fournir une assise rationnelle aux interventions. On parle ici par exemple
de faire des exercices de balisage des meilleures pratiques, d'avoir recours à la littérature pour pouvoir chercher les éléments des données qui vont supporter les stratégies, les changements qui sont proposés. Des mécanismes actifs de soutien organisationnel. On parle ici, par exemple, d'avoir une implication au plus haut niveau des directions. On parle ici d'avoir recours à des chargés de projet, d'ajouter de nouvelles ressources pour pouvoir faire en sorte que le changement puisse se réaliser. Et des mécanismes d'incitation et de contrôle. On parle ici de mesures de suivi, mais de mesures de contrôle qui peuvent être mises en place pour voir les réalisations qui sont effectuées. Alors, vous me direz, rien de nouveau sous le soleil, dans le sens que ces stratégies-là, c'est des stratégies qui sont éprouvées, qui sont inspirées par les théories du changement planifié, les théories politiques, les théories de l'apprentissage social, les théories du marketing social. Effectivement, c'est tout dans le cours de ces projets, on a observé une théorie très très forte en vertu des stratégies associées à des vertus associées à ces stratégies et qui ont été souvent utilisées par les équipes de gestion pour pouvoir mettre en œuvre les changements. Mais plusieurs limites qu'on a observées. Et dans une perspective longitudinale, malgré l'utilisation de ces stratégies, persistance d'attitudes négatives et même de cynisme face aux changements qui ont été proposés. Épuisement émotionnel ressenti par une proportion significative d'intervenants dans le cours de ces projets-là. Des stratégies qui, malgré un discours participatif de communication, étaient souvent orientées vers l'atteinte de cibles de gestion, d'objectifs de gestion, avec une moindre attention portée à la dimension individuelle de ces changements. Plus fondamentalement, ce qu'on a observé, c'est la perception de la part d'un nombre significatif d'intervenants d'avoir une perte de ressources associée à ces changements-là. Une perte de ressources clés, une perte de leur capacité d'agir. Ces ressources clés, donc c'est des ressources qui sont fortement valorisées dans le contexte professionnel et pour certains, ils avaient en fait, fondamentalement, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a une reconfiguration de ressources dans le sens que certains avaient une perception de gain, mais une proportion significative avait une perception de perte. Et on parle de ressources liées à la tâche, autonomie, opportunité de travail stimulant. On parle de ressources liées au groupe, la cohésion du groupe, les relations avec les collègues, de ressources liées à la relation avec le supérieur, le soutien du supérieur, des ressources liées à l'organisation, le pouvoir informel. Alors, dans le sens de Hopfol, et puis Kathleen va pouvoir s'étendre là-dessus, ça nous donnait une clé pour pouvoir comprendre pourquoi, malgré les stratégies employées, les individus ressentaient de l'épuisement émotionnel et il y avait une résistance, une certaine attitude négative face au changement. Deux hypothèses que l'on a examinées. Première hypothèse, la perte de ressources que pouvaient ressentir certains individus est associée à une augmentation de leur épuisement professionnel. Et deuxième hypothèse, cette augmentation de l'épuisement professionnel va expliquer les attitudes négatives par rapport au changement. C'était deux hypothèses qu'on allait tenter d'explorer à partir de nos données. Et ma collègue Kathleen va continuer dans ce sens-là. Merci. Alors, quand on parle de perte de ressources, on parle de deux choses importantes. On parle d'une logique de perte qui se passe pour l'individu. Donc, c'est quelque chose d'individuel, la perception de la perte de ressources. Et deuxième élément qu'on trouve dans cette idée de perte de ressources, c'est quelque chose qui est processuel. Ça se passe au cours du temps, la perte. On part d'un moment où on a les ressources pour arriver à un moment où on en a moins. Alors, pour comprendre cette logique-là, on a travaillé avec le cadre théorique suivant, qui est la théorie de la conservation des ressources de Hopfol. Dans la théorie de Hopfol, les ressources sont tous les éléments que l'individu valorise pour eux-mêmes, donc toute
toutes les entités qui sont valorisées. Ça peut être des éléments matériels, logistiques, aussi en termes de relations interpersonnelles. C'est aussi des choses que je vais pouvoir valoriser dans mon environnement. Ça peut être aussi des éléments liés à mon identité, à mon statut. C'est aussi des éléments qui vont me permettre d'avoir accès à ces facteurs-là. Par exemple, la reconnaissance, le soutien social ne sont pas des ressources en elles-mêmes, mais sont des éléments qui me donnent accès à ces ressources-là. Dans la théorie de Hopfol, il y a différents principes pour comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Premier principe, c'est qu'on a tous un réservoir de ressources et qu'on a comme objectif de maintenir ce réservoir de ressources, de l'entretenir, parce que c'est ce qui va nous permettre de faire face aux aléas de la vie en général. Et donc, selon Hopfol, tout individu cherche à se battre pour maintenir son réservoir de ressources et pour en générer des nouvelles. Selon Hopfol, et la théorie d'Hopfol au départ est conçue pour rendre compte des événements stressants, on va ressentir du stress dans 3 situations. Soit lorsqu'on perd de façon significative des ressources, soit lorsqu'on a une menace de perdre ces ressources, c'est-à-dire que la perte n'est pas effective mais qu'on se sent menacé d'en perdre, soit encore lorsqu'on a investi des ressources importantes dans un processus et qu'on ne reçoit rien en retour. Exemple, je me lance dans un processus d'études assez lourd, je commence un doctorat, etc. Et au bout du compte, ça ne fonctionne pas, je n'arrive pas au bout. Là, je vais ressentir du stress. Donc, la logique d'investissement de ressources sans ressources qui viennent en retour va aussi générer du stress, selon Hopfol. Autre principe de la théorie, c'est que dans la façon dont on va fonctionner, la logique de perte, le ressenti de la perte, va être davantage saillant pour les individus que le fait d'avoir un gain de ressources. Donc, au moment où je perds des ressources, je suis davantage sensible à ce qui se passe qu'au moment où je gagne des ressources. Autre principe également présent dans cette théorie-là, c'est l'interdépendance des ressources. C'est-à-dire que si je perds des ressources importantes, je peux éventuellement compenser par d'autres ressources et compenser cette perte par autre chose, qui peut être tout à fait d'une autre nature. Interdépendance aussi dans le sens où lorsque je vais me trouver à perdre beaucoup de ressources et à me retrouver dans une situation où la perte continue et ne s'arrête pas, je vais commencer à développer des attitudes de protection des ressources qu'il me reste. Et donc des stratégies qui vont être des stratégies défensives pour protéger les ressources qu'il me reste. Alors, on va utiliser cette théorie-là pour comprendre, c'est ce qui nous a guidés dans la construction de nos hypothèses ici. Dans ce que je vais vous présenter comme résultat, je vais vous présenter uniquement des résultats qui sont basés sur les mesures quantitatives. Et donc, Carl vous a montré qu'on avait 2 questionnaires qui étaient passés, un qui correspondait plutôt à la phase de préparation du projet de changement et un autre 12 mois plus tard qui était dans la phase d'implantation, mais relativement avancée pour certains des projets. Et donc, les questionnaires ont été complétés par des participants qui étaient impliqués dans les projets de changement, impliqués dans le sens où ils étaient concernés par les projets de changement. 96% des participants ont répondu aux 2 questionnaires. Donc, je ne travaille 96 ici... participants. Oui, qu'est-ce que j'ai dit 96 participants ont répondu aux 2 questionnaires. Donc, c'est seulement sur ceux-là, parce que, je vous disais, la perte de ressources est une perception individuelle, donc il fallait travailler sur les mêmes personnes. Alors, les variables que nous avons mesurées, je ne vais pas revenir, elles concernent les ressources liées à la tâche, liées au groupe, liées au supérieur, liées à mon pouvoir informel dans l'organisation. Et donc, on a mesuré aussi l'épuisement professionnel et le cynisme à l'égard du management du changement.
Alors, pour vous donner une petite idée de ce qu'il y a là derrière, je vous ai remis de façon rapide les items qui se trouvaient dans le questionnaire. Donc, l'autonomie, c'était vraiment dans quelle mesure est-ce que l'emploi me donne l'indépendance, la liberté, la possibilité de faire preuve d'initiative dans la façon dont j'accomplis mes tâches. Deuxièmement, l'opportunité de travail stimulant. Dans quelle mesure est-ce que mon travail me permet d'utiliser mes compétences, mes connaissances? Cohésion du groupe. Dans quelle mesure est-ce qu'on a une confiance réciproque dans l'équipe? Et dans quelle mesure est-ce que les membres prennent la défense de chacun des autres membres dans l'équipe? Et est-ce qu'on se considère comme des amis en termes de fonctionnement? Soutien du supérieur. Dans quelle mesure est-ce que mon supérieur valorise mes contributions à l'ensemble et essaye de me soutenir dans l'accomplissement de mon travail? Pouvoir informel, c'était mesuré ici à travers deux choses. Être sollicité soit par ses pairs, par les gestionnaires, par les médecins pour ceux qui étaient concernés, pour les aider à résoudre un problème ou donner un avis, ou encore solliciter soi-même l'avis d'autres professionnels. Et l'épuisement professionnel, pour ceux qui connaîtraient cette mesure-là, c'est les 9 items du Maslach, donc qui est la mesure habituelle pour l'épuisement professionnel, les 9 items qui mesurent la fatigue émotionnelle, qui est vraiment le cœur de l'épuisement professionnel ici. Vous voyez, je me sens vidée, je me sens frustrée, émotionnellement vidée, épuisée, fatiguée, ces éléments-là. Cynisme à l'égard du management du changement. Si vous regardez les items utilisés, c'est vraiment l'idée que la direction a des intentions cachées par rapport à ce changement-là, que les objectifs annoncés ne sont pas nécessairement les objectifs réels, qu'on n'a pas une transparence totale dans la façon dont on parle de la raison de faire ce changement-là, et est-ce que la direction est franche dans la présentation des objectifs du changement, etc. Donc ça, c'est pour le cynisme. Donc, c'est vraiment le cynisme à l'égard du management du changement ici. Alors, nos analyses ont été réalisées dans M+, qui est un logiciel qui permet de faire des analyses d'équations structurelles. Puisque nous étions intéressés par une logique de perte de ressources au cours du temps, on a commencé au niveau des analyses préliminaires à simplement démontrer que ce qu'on avait mesuré au temps 1 était bien la même chose que ce qu'on avait mesuré au temps 2. C'est-à-dire, avant de construire le changement entre le temps 1 et le temps 2, il fallait s'assurer qu'on n'avait pas d'un côté des pommes et de l'autre des poires, mais qu'on était bien occupé à travailler sur les mêmes choses. Donc, il y a une série d'analyses préliminaires en termes d'invariance des construits et d'invariance des mesures qui ont été faites ici. Puis, les analyses principales ont été faites par des modèles qui portent sur des différences de score latentes, donc des variables latentes qui ne sont pas directement observées et à partir desquelles on construit des différences de score. Ces analyses-là, leur intérêt, c'est qu'elles permettent de travailler vraiment sur le changement intra-individuel des individus, donc le changement ressenti. On construit en quelque sorte une trajectoire de changement pour chacun des individus et on regarde également quelles sont les variations entre les individus dans les trajectoires de changement au cours du temps. Qu'est-ce que ça nous a montré avant d'arriver aux principaux résultats? J'ai remis ici quelques éléments de nos statistiques descriptives, juste pour vous donner une idée de ce qu'on observait comme taux, disons, pour nos deux variables, épuisement professionnel et cynisme. Vous voyez que quand on regarde les chiffres ici, on est à 13,54% d'épuisement professionnel élevé au temps 1, à 19,79% au temps 2. Mais finalement, on a également au niveau moyen presque la moitié de notre échantillon qui rapporte un niveau moyen d'épuisement professionnel. Je me sens fatiguée, épuisée, etc.
Si vous regardez ces deux tartes-là, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de différence entre le temps 1 et le temps 2. Par contre, si vous regardez ce qui se passe pour chacun des cas, ici, ce sont nos répartitions pour nos 5 cas. Voici le temps 1, puis je vous mets le temps 2. Vous voyez tout de suite que dans certains cas, vraiment, on observe, je peux vous refaire le petit passage, on observe une augmentation importante de l'épuisement professionnel. Pour le cynisme, au niveau des statistiques descriptives, voici la répartition, qui est quand même assez impressionnante. Je vous rappelle que les items, c'était j'ai l'impression que la direction ne me présente pas les bonnes raisons, a des intentions cachées, etc. Et on a seulement 21,88% des sujets qui rapportent un cynisme bas. Donc, c'est quand même des chiffres assez lourds. Alors, les résultats par rapport à nos deux hypothèses de déclin des ressources et de leur impact sur l'épuisement professionnel. Premièrement, au cours de la période qu'on a étudiée, donc 12 mois, on observe un déclin de la plupart de nos ressources. Déclin de l'autonomie, déclin des opportunités de travail stimulant, déclin de la cohésion de groupe, augmentation de soutien du supérieur et déclin du pouvoir informel dans l'organisation. Étape d'après, on observe également une augmentation de l'épuisement professionnel au cours des 12 mois étudiés. Donc en termes de vécu intra-individuel des sujets. Ce qu'on remarque également, c'est que les déclins de ressources contribuent à prédire l'augmentation de l'épuisement professionnel ici au cours des 12 mois étudiés. Par contre, l'augmentation du soutien du supérieur n'a pas d'effet positif pour réduire, en tout cas on n'a pas pu l'observer ici en lien direct, pour réduire l'augmentation de l'épuisement professionnel. Augmentation de l'épuisement professionnel qui prédit à point 37 le cynisme envers le management du changement. Alors, avec ce portrait-ci, portrait assez sombre, nos deux hypothèses sont confirmées, mais on avait envie d'aller un petit peu plus loin parce que portrait assez sombre, on s'est dit finalement, comment est-ce que les employés composent avec une situation où la perte de ressources est quasi incontournable lorsqu'on implante un changement. Et on a cherché des effets protecteurs potentiels de certaines ressources, puisque dans la théorie d'Opfol, on nous dit qu'il y a interdépendance entre les ressources et la perte de certaines ressources va être compensée par le gain sur d'autres ressources. Ces analyses-ci sont préliminaires, mais et vous allez voir qu'elles portent sur un petit morceau du modèle, tout simplement parce qu'avec 96 participants, on ne pouvait pas pousser beaucoup plus loin. Mais on a émis l'idée que l'engagement envers l'organisation et l'engagement envers le changement, comme étant des ressources, c'est-à-dire comme étant des liens que je construis et qui ont du sens pour moi, allaient aider les personnes à finalement être protégées contre la perte de ressources ressenties. Alors, petite parenthèse ici, le concept d'engagement au départ, ça vient d'une littérature qui porte sur le roulement de personnel. C'est un concept qu'on utilise pour prédire le fait que les gens vont rester dans l'organisation. Et on le définit comme une étape psychologique qui caractérise la relation de l'employé à son organisation et qui a un effet sur sa décision de rester ou de quitter l'organisation. Il y a plusieurs dimensions normalement de l'engagement, mais on a travaillé ici avec l'engagement affectif qui renvoie à un sentiment d'appartenance et à une identification aux objectifs, aux valeurs de l'organisation. L'engagement peut être développé par rapport à des cibles comme l'organisation, comme l'équipe, le supérieur, mais aussi par rapport à des cibles plus abstraites comme le changement. Et donc, on a regardé comment ces deux variables-là allaient protéger les individus des effets néfastes d'une perte, d'un manque de ressources. Donc,
On va travailler au niveau ressources uniquement sur l'autonomie ici, autonomie en lien avec l'épuisement professionnel, et montrer comment l'engagement finalement modère cette relation-là, agit comme protecteur par rapport à ce lien-là. On l'a formulé ici en termes d'hypothèse, l'idée que l'engagement affectif envers l'organisation agit comme tampon par rapport à la perte de ressources autonomie et comme tampon par rapport au développement de l'épuisement professionnel. Même chose pour l'engagement envers le changement, effet tampon dans la relation entre l'autonomie et l'épuisement professionnel. Et dernière relation, on a regardé comment l'épuisement professionnel était relié à l'intention de quitter l'organisation. Donc voilà ce que ça donne au niveau du modèle. Et voici les mesures qu'on a utilisées. Au niveau engagement affectif envers l'organisation, la mesure classique, j'éprouve vraiment un sentiment d'appartenance. Je ressens vraiment les problèmes de mon organisation comme si c'était les miens. Je suis fière d'appartenir à cette organisation, etc. Engagement envers le changement, vous voyez que c'est une mesure d'engagement assez comportementale. Je fais tout mon possible pour que ce changement réussisse. J'appuie pleinement ce changement et j'ai l'intention d'appuyer pleinement mon supérieur dans ce changement. L'intention de quitter, 3 items avec chaque fois l'idée qu'on a probablement l'intention de quitter prochainement l'organisation ou qu'on va probablement chercher un nouvel emploi durant l'année qui vient. Voici les résultats. On trouve donc un lien négatif entre l'autonomie et l'épuisement émotionnel, professionnel, dans le sens de fatigue émotionnelle ici. Donc, au plus je chute sur l'autonomie, au plus j'augmente mon épuisement émotionnel, qui a lui-même un effet positif sur l'augmentation de l'intention de quitter. Et puis, on a montré nos 2 effets de modération. Alors, on va regarder un peu plus en détail. Voici l'effet de modération pour l'engagement envers l'organisation. Vous avez en vert ici les personnes qui ont un engagement affectif fort et en rouge, celles qui ont un engagement affectif faible. Ce que vous voyez, c'est que lorsque l'autonomie est basse, ce sont surtout les personnes qui ont un faible niveau d'engagement affectif envers l'organisation qui vont développer de l'épuisement professionnel. Et on observe également le même pattern pour l'engagement envers le changement. À nouveau, ce sont les personnes qui ont un faible niveau d'engagement envers le changement qui vont être davantage touchées au niveau de la perte d'autonomie par rapport au développement de l'épuisement professionnel. Alors, ça confirme les 3 hypothèses formulées. Et je vais laisser la parole à Karl pour conclure notre présentation. Merci, Christine. Alors, pour conclure, ce qu'on voit, c'est que les processus d'organisation du travail, ce qui est inhérent à ces processus-là, c'est des contraintes que ça amène, des contraintes, des demandes au niveau de la tâche, mais aussi la perte de diverses ressources. On a vu une association entre la perte de ces ressources et l'augmentation de l'épuisement professionnel. Cette augmentation de l'épuisement professionnel, ça amène quoi? Des attitudes négatives à l'égard du changement, mais aussi à l'égard de ses porteurs. Ça amène aussi l'intention de quitter de l'organisation. On peut voir ces 2 éléments comme une sorte de stratégie défensive que les individus vont développer pour pouvoir protéger, préserver ce qui leur reste en termes de ressources. Alors, comment faire pour promouvoir des attitudes positives à l'égard des projets d'organisation du travail? Donc, les stratégies de dire qu'on va réduire la demande, on va réduire les contraintes, c'est insuffisant. De toute façon, des fois, on n'y arrive pas. C'est inhérent à ces changements d'avoir de nouvelles demandes, d'avoir de nouvelles contraintes. Mais on peut miser sur des stratégies de développement de ressources ou des stratégies de compensation. Comment substituer, faire en sorte que quand les individus perdent certaines ressources, ils vont compenser par l'acquisition d'autres ressources. L'autre élément, c'est de dire qu'au-delà des cibles de gestion, miser sur le développement des ressources dans le cadre des stratégies que l'on met en œuvre. On a vu au départ, dans le cadre des projets,
on misait sur des stratégies de communication, des stratégies de soutien, des stratégies d'apprentissage, mais dans la perspective de répondre aux objectifs de gestion. Comment on peut mobiliser ces stratégies pour pouvoir développer des ressources, pour pouvoir prendre en compte les besoins des individus eux-mêmes qui sont touchés par ces changements-là. Donc, miser sur le développement de ressources protectrices, on a vu que l'engagement organisationnel, l'engagement envers le changement, ça peut servir de ressources protectrices pour prévenir l'épuisement des employés et les attitudes négatives à l'égard du changement. Donc, dans le contexte des grands changements dans lesquels on s'embarque actuellement au Québec, comment on peut miser sur ces ressources protectrices pour pouvoir aider les individus à s'approprier ces changements. Quand on parle de créer d'engagement organisationnel, ça peut être du long terme, surtout quand on a de si grosses organisations avec des frontières qui sont si floues et si larges, mais on peut miser plus sur l'engagement envers le changement, l'engagement envers les changements qu'on va proposer aux individus pour pouvoir faire en sorte qu'ils s'approprient ces changements-là et que ça leur serve de protection par rapport aux autres ressources qu'ils risquent de perdre. Voilà, je vous remercie pour votre attention.